Bonjour à tous, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faux pour un épisode où on va revenir sur le début de saison du CF Montréal qui est maintenant en pleine pause de 3 semaines et demie avant sa prochaine rencontre qui sera disputée, oui, on aura peut-être la chance d'en parler, du côté de Miami le 23 juin face au DC United. On va revenir sur la Ligue des champions en Europe et on aura l'occasion de répondre à vos questions dans notre segment Sujet chaud pour conclure l'émission. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Bon, là, c'est ce moment de l'année qu'on attendait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sid. On va commencer tout de suite avec notre segment à domicile. Cette fameuse trêve là, du 29 mai au 23 juin, j'ai l'impression que fut un temps où on parlait de ça, là, ça semblait être à des années-lumière en avant dans notre calendrier. Puis là, tout d'un coup, on a cligné des yeux, on y est. Ça nous amène à faire le bilan des 8 premiers matchs de la saison. Cinquième place, 11 points, 9 buts encaissés, 10 buts marqués, un entraîneur qui a un contrat confirmé pour 2022, un effectif qui a tourné. Écoute, vas-y, mon ami, garde-toi, fais-nous un bilan, mais surtout, dis-nous sur quoi tu te bases pour faire ton bilan parce qu'il y en a des éléments à analyser. Oui, beaucoup, mais je pense que le renouvellement du contrat ou la levée de l'option, c'est un bon indicateur pour la qualité des performances de Montréal qui est allée au-dessus de pas mal d'attentes. Je pense que Olivier Renard a vu ce progrès-là et a exercé l'option de Wilfried Nancy la semaine passée. Et je pense que c'est un bon indicateur d'une équipe qui quand même montre des belles choses, qui oui a laissé traîner des points en route, mais c'est le lot de toutes les équipes de la Ligue. Lorsqu'on regarde des matchs, il y a beaucoup d'équipes qui ont des actions qu'ils aimeraient refaire. Donc on a quand même quelque chose de très positif du côté de Montréal, du moins satisfaisant ou peut-être prometteur. Je pense que prometteur, c'est peut-être même le mot le plus exact de la première partie de saison. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui auraient signé pour une fiche de 3-3-2 et c'est intéressant aussi qu'on a pu voir de nombreux joueurs et avoir quelques réponses aux questions que soulevait l'effectif de Montréal lorsqu'il a été dévoilé en début de saison, puisqu'effectivement il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais, tu as raison, c'est d'un effectif qu'on connaissait peu, un entraîneur qu'on connaissait pas, comme entraîneur-chef, j'entends évidemment, des changements qui ont été faits dans un camp d'entraînement qui a été tronqué parce que plusieurs joueurs sont arrivés soit en retard en raison de la quarantaine ou ont dû quitter pour partir en équipe nationale. Un camp d'entraînement où tu as joué seulement 2 matchs préparatoires, tu as été délocalisé en Floride, tu as joué à huis clos alors que quand tu te déplaçais chez l'adversaire, on va penser au match contre Atlanta, Jean, c'était 40 000 personnes. Tu sais, au Mhm. final, tous ces facteurs-là font en sorte que tu ne peux pas faire autrement qu'être satisfait, je pense, de là où tu en es. Mais toi, quand tu analyses cette équipe-là, la plus grande satisfaction, ce serait quoi jusqu'à maintenant? Je crois la capacité de tourner, hein, tellement on a vu à Hmm. partir du premier match et dans le développement ensuite euh, plusieurs joueurs rentrer assez facilement et même apporter de nouvelles possibilités dans le jeu parce qu'on voit clairement qu'il y a une volonté de progresser dans le jeu et je pense que c'est là qu'il y a certainement une marge forte de progression d'ailleurs. Mais là, je trouve que c'est vraiment satisfaisant. Je ne garde pas pour l'instant la question de points, plus, moins gagnés, perdus. On vient de finir le premier quart de la saison. C'est après juillet qu'on commence vraiment à regarder un petit peu ça. C'est là vraiment que les équipes commencent à enchaîner des bonnes séries, que ça se met en place, etc. Donc, je ne regarde pas ça. Je regarde plus dans le jeu. Il y a clairement certains problèmes à régler, mais clairement aussi, tout le monde en est conscient, à commencer par Wilfried Nancy. Et sinon, non, ce que je vois surtout, c'est la progression. À partir des 2 premières rencontres où on avait quand même certaines idées de jeu qui étaient rapides, qui pouvaient se mettre en place très rapidement Mhm. dans la saison, eh ben, il y a eu, et des résultats aidants quand même, parce que ça serait mal passé, il y aurait eu une réflexion un peu différente, mais à partir de là, eh ben, il y a eu une volonté de construire un petit peu plus et de voir des joueurs qui participent au projet régulièrement. Je pense à Mihailovic, je pense à Mason Toy, je pense à Struna, on n'en parle pas beaucoup, mais Struna pour l'instant, des nouveaux joueurs, c'est probablement celui qui a le plus de temps. Donc, c'est vraiment intéressant.
Oui, et Jean vient tout juste de parler du mois de juillet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sid, mais moi, quand j'avais des conversations avec des gens dans l'entourage de l'équipe, c'était comme ça l'objectif. En juillet, on veut que les choses soient intégrées parce qu'on a tellement joué peu de matchs en phase préparatoire. Je pense qu'on a accéléré cet échelon-là. Tu sais, on voulait arriver au milieu de l'été avec une équipe qui roulait bien. Ceci dit, à quel point le fait que tu retournes maintenant, ça a été confirmé. On ne sait pas pour combien de temps, mais on sait que le match du 23, l'équipe retourne en Floride. On sait aussi que la quarantaine n'a pas été modifiée, chose que l'an dernier, tu avais le luxe de faire et tu n'étais pas vacciné à l'époque. Là, tu l'es pas juste une fois comme le Canadien de Montréal, mais deux fois parce que tu l'as fait aux États-Unis et on ne t'autorise pas de revenir avec une quarantaine modifiée qui t'aurait permis d'avoir tout le groupe ensemble à Montréal en quarantaine, oui, mais au moins avec la possibilité de continuer à t'entraîner. Le fait que tu retournes là-bas et que tu ne saches pas encore quand est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu penses que là, ça va commencer à peser? Parce que sur la dernière semaine et demie, on sentait un discours qui n'était pas celui de 2020 où là, c'était un gros nuage orageux, noir au-dessus de la tête de Thierry Henry et son équipe, mais on sent la frustration s'installer. Est-ce que ça, c'est une grosse inquiétude pour toi? Oui, oui, beaucoup. Tu fais bien de faire le parallèle avec la saison passée. Et je crois que la saison passée, lorsqu'on est en décembre et qu'on fait le bilan et que on aligne tous les matchs et qu'on la voit comme une saison normale, on fait une grosse erreur parce qu'on oublie que dans le déroulement de la saison, il y avait eu des gros moments d'incertitude sur la durée des matchs, sur les temps de préparation, sur beaucoup de facteurs qui fait qu'à chaque fois l'équipe devait se réinventer. À chaque fois, c'était comme une nouvelle saison qui démarrait. Mais avec le recul, on tend à oublier ça. Et là, on rentre encore une fois dans un scénario comme celui-ci où combien de temps on va rester en Floride? Et ces questions-là impactent énormément la façon de se préparer, la façon d'aborder les matchs et la sérénité qu'il y a quand même eu là sur les 8 premiers matchs, parce que je comprends le fait que oui, tu es délocalisé, oui, à l'extérieur, il y avait parfois présence du public, mais quand même, tu étais assez serein sur qu'est-ce qui était mis en place. Et là, on rebascule dans ça, et je trouve ça un peu dommageable pour Montréal et pour les équipes canadiennes, parce que c'est vrai que là, on est un petit peu brouillé, car on sait qu'il y aura des aménagements qui vont avoir lieu pour la NHL et les séries, et donc là, on se demande à quel point ça va pouvoir s'appliquer aussi pour la MLS. Donc, tout ça, c'est mis en flou qui me fait grandement penser à 2020, avec les conséquences que ça a pu avoir sur le groupe. Mais j'aimerais juste rebondir sur un point amené par Jean sur les résultats. Je comprends que c'est très tôt pour faire l'analyse de résultats, mais par exemple, du côté de Toronto, Chris Armas, en ce moment, ils sont 12e. Il essaie de faire quelque chose qui est différent de ce que mettait en place Greg Vanney. Donc là, on parle vraiment d'une équipe qui veut faire les transitions rapides, pressing haut sur le terrain. On n'est pas dans le même schéma qu'avant. Et c'est certain que le fait que les résultats ne prennent pas rapidement d'un point de vue comptable, et qui n'ont pas cette réussite comptable, mais beaucoup d'incertitudes. Et on a vu beaucoup de doutes, et on a vu quand même d'une part Altidore qui a été mis à l'écart du groupe, et que je suis pas mal certain qu'on commence à réfléchir à le magasiner. On a vu une cinglante entrevue de Westberg je pense du côté de SoFoot, où vraiment, il est à charge. Et je crois que je pense pas qu'on aurait cette situation-là, parce qu'on n'a pas la même masse salariale, on n'a pas les mêmes ambitions du côté de Montréal, mais le fait de pouvoir rapidement avoir des résultats qui permettent de valider le discours et les ambitions de Wilfried Nancy, à ce moment-ci, je crois que voilà, ça apaise énormément Montréal. Oui, ça force tout le monde à acheter le projet plus rapidement. C'est un excellent parallèle. Je veux juste en faire un aussi avec ce que tu as dit, Sid, il y a quelques instants sur la Ligue nationale de hockey. Parce que ça, là, moi, ça vient vraiment me chercher en ce moment, parce que j'ai une grosse crainte de voir le double standard de la dernière année se répéter. Puis là, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent ben c'est pas juste parce que vous allez donner des autorisations au hockey, puis on attend juste le hockey pour débloquer puis donner des exemptions. Moi, j'en ai pas de problème avec ça, parce que je comprends que le hockey, là, c'est dans une autre planète par rapport au poids du CF Montréal ou de la MLS sur le gouvernement fédéral ou un gouvernement tout court au Canada. Moi, je veux pas me battre contre la vague. Je veux la surfer, par contre. Et là,
Tu regardes ce qui est arrivé l'année passée. On donne une exemption pour faire une quarantaine modifiée, venir t'entraîner au centre Nutrilait. 1 an plus tard, 2 fois vacciné, comme je l'ai dit tantôt, tu peux pas. Tu as une quarantaine en plus qui est complète de 14 jours, alors que l'hiver dernier, quand c'était le temps d'accueillir des joueurs pour le camp d'entraînement du CH, là, c'était plus court. C'était à 7 ou 10 jours, si je me souviens bien. Même chose pour les joueurs qui ont été échangés, qui ont changé de bulle et qui sont arrivés des États-Unis dans des clubs canadiens. Ça a été modifié. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que le CF Montréal en particulier, parce que là, tu as une vague monstre à surfer. Moi, je ne peux pas croire que si le CH se qualifie pour le carré d'as, ils n'auront pas le droit de voyager aux États-Unis. Je ne vois pas un monde où ça arrive, ça. Donc, l'autorisation va arriver. Est-ce que tu t'es positionné en ce moment? Ce n'est pas juste la responsabilité du CF Montréal, c'est aussi celle de la MLS. Je pense que c'est celle des 3 clubs canadiens et de Soccer Canada en plus. Tu peux même pitcher la CONCACAF là-dedans, si tu veux, pour faire un petit peu de lobby, parce qu'à quelque part, ça n'a plus de sens 1 an plus tard que tu te retrouves dans cette situation-là. Mais moi, mon inquiétude, c'est que la LNH, avec la puissance qu'elle a, les partenariats qu'elle a, bien, cette ligue-là a des entrées que la MLS n'a pas. Encore là, je ne le déplore pas, c'est pas grave, c'est la réalité. Mais ça veut dire que la LNH peut tout faire en coulisses sans faire de bruit dans les médias. Mais là, une fois qu'on apprend que le CH, par exemple, peut s'en aller aux États-Unis, est-ce que c'est là que c'est le temps de lever la main et de dire hey, en passant, nous, on aimerait ça aussi, là, ce serait cool parce qu'on travaille fort depuis l'année passée pour respecter les consignes, pour gagner des matchs à l'étranger dans des stades vides, pour garder nos gars en santé, puis pour survivre comme entreprise. Il me semble que c'est là qu'il faut que tu le dises publiquement, ça, que tu te vantes à quelque part de ne pas avoir eu de cas de COVID, d'avoir respecté toutes les consignes, d'être, en passant, je le répète pour une 3e fois, doublement vacciné, alors qu'à ma connaissance, les gars du CH, si tu leur donnes une exemption, ils ont seulement une dose, alors que le CF Montréal en a 2. C'est ce que j'aimerais voir en ce moment pour que tu te positionnes de manière à ce que le jour où Trudeau ou Legault ou peu importe la personne qui aura la capacité, c'est principalement le fédéral, là, mais de contribuer à tirer la gâchette sur des exemptions ou des modifications aux mesures sanitaires, bien, que ce soit une évidence que tu es dans l'obligation de la donner aussi au CF Montréal et que tu n'aies pas la possibilité de dire ah ben on est désolé, vous, c'est une longue saison, on vous revient la semaine prochaine. Vous comprendrez que là, c'est les playoffs de la Ligue nationale puis de la Coupe Stanley. Donc, eux, ça presse. Vous, là, restez là, votre appel est important pour nous. On vous revient. C'est pas une exemption que tu donnes. Ouais, c'est pas une exemption que tu vas donner au CF Montréal. Je veux juste dire, si tu le donnes aux 3 clubs canadiens, et je reprends exactement ce que tu as dit. Mais pas nécessairement, Jean, parce que d'une province à l'autre, tu pourrais. Moi, non, je sais que ça va changer. Je sais que ça va changer. Certainement. Ce que je veux dire par là, et je reprends ce que tu as dit, je pense que c'est vraiment important. Et là, d'ailleurs, le CF Montréal a un rôle à jouer d'être un petit peu le leader, l'allumeur du truc. 100%. Mais de générer une action avec Vancouver, avec Toronto, qui elle-même va amener une réflexion au niveau de la ML. C'est là que je dis, ouais, effectivement, je te suis totalement. Et de rentrer, de s'aligner sur ce qui se passe actuellement et de rentrer dedans de la même façon et d'avoir un rôle extrêmement proactif pour le club, tout à fait, en emmenant, je dirais, tout le monde avec pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas que simplement le cas du CF Montréal, mais de tout le monde, avec effectivement un certain nombre de variantes selon les situations qui vont se présenter. Mais je crois que cette dynamique-là, elle doit être vraiment pour tout le monde parce qu'elle doit aboutir à la Ligue et que la Ligue en fasse une de ses priorités. Et que, effectivement, là-dedans, CF Montréal a les moyens de jouer l'allumeur, de jouer vraiment l'équipe capable l'organisation capable de déclencher cette réflexion. Et c'est difficile à faire, ça. C'est très politique. Je reviens à la présence, il y a quelques années, d'un Richard Legendre. C'est là où tu as besoin du doigté pour dire les choses de manière ferme, te positionner sans être trop critique non plus des gouvernements qui sont très faciles à critiquer, mais on n'est pas à leur place. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir comment on devrait faire les choses. Je veux juste m'assurer que s'il y a des ouvertures, ben, il n'y a pas de double standard où il y a des ouvertures pour un et pas pour l'autre en prétextant que ben, vous n'êtes pas au même échéancier de votre calendrier en ce moment. Puis juste pour conclure là-dessus, il y a peut-être même une opportunité, puis je ne sais pas, là, je pense à voix haute avec vous, peut-être une opportunité pour le Québec
Montréal, le CF Montréal, d'accueillir, d'héberger à la limite peut-être les Whitecaps et Toronto. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les deux autres clubs? Je ne le sais pas. Je pense probablement. Est-ce qu'on dirait qu'on va être délocalisé de toute façon, donc on aime mieux être dans nos affaires? Mais peut-être qu'il y aurait un avantage d'être au Canada, puis ça forcerait la chose parce que là, tu es obligé d'ouvrir pour 3 clubs, même si les autres provinces ne sont pas ta réalité. Bref, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais entendre au cours des prochains jours, une prise de position pour que le jour où ça ouvre, on ne peut pas se permettre d'avoir un double standard. C'est correct pour un club de Montréal, mais pas pour l'autre parce que c'est pas le même sport et ils n'ont pas la même importance. Pour moi, là, ce serait une incohérence monumentale. Bon, maintenant que je suis descendu de ces rideaux-là, de mon cheval puis de mon cheval d'un rideau, on peut passer à un autre sujet. Parlant d'incohérence, il y en a eu plusieurs dans le passé en MLS, Jean, parce que on a toujours senti qu'il y avait 2 poids, 2 mesures avec des clubs comme LA Galaxy, LAFC, les Red Bulls, bref, les gros Atlanta, et que leur réalité souvent permettait des petites entourloupettes. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que même le club de David Beckham n'est pas à l'abri de sanctions de la MLS. Es-tu surpris de ça? Un peu, agréablement. C'est surtout la façon dont la MLS a pris le dossier. Donc, c'est sur le statut de Blaise Matuidi en particulier. Le mécanisme lui-même, je t'avoue que là, j'ai pas eu totalement le temps de tout regarder. Hein. Mais c'est que clairement, ça aboutit à une prise de sanction lourde de la MLS qui a imposé une amende d'abord de 2 millions, mais surtout ensuite un certain nombre de pénalités au niveau des revenus additionnels, des possibilités de libérer de l'argent additionnel qui sont extrêmement pénalisantes. Et c'est une pénalité lourde, vraiment, pour un club, effectivement, qui est un club qui s'est tout de suite installé dans les clubs vedettes de la Ligue, hein, un petit peu les bling de la Ligue, forcément. Et c'est une volonté du côté de la MLS de dire, peut-être qu'il y a eu un moment où on laissait couler un petit peu plus parce qu'il fallait installer certaines choses. Je pense avec en particulier le Galaxy, l'arrivée de Beckham, et puis tout ce qui a amené la Ligue, le statut de joueur désigné, mais qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là du tout, et que tu ne peux pas rentrer dans la Ligue et puis dire je vais arranger mes trucs, et puis voilà, tout le monde va fermer les yeux. C'est des sanctions, Sid, qui font d'autant plus mal dans une réalité de marché fermé avec un cap salarial. C'est là où 2 millions, à quelque part, c'est pas la fin du monde pour une entreprise qui a des propriétaires avec les poches aussi profondes que l'Inter Miami, mais après, ça te met à un sérieux désavantage avec les autres qui ont théoriquement les mêmes budgets d'opération que toi, à part les joueurs désignés. Oui, tout à fait. Donc là, précisément, Miami a vraiment trop exagéré. Ils étaient avec 5 joueurs désignés l'an passé. Donc, il y a des limites à utiliser ton statut de club bling-bling. Donc, Reyes, Matuidi, Pizarro, Higuain, le 5e... je ne m'en souviens plus. Donc, à ce moment-ci, ils ont été pris la main dans le sac. Je pense que le propriétaire Mas aurait pu alerter la Ligue lorsque les contrats étaient signés. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que lui, il a pris une sanction particulière de 250 000. Donc, en plus de la sanction du 2 millions, et comme Jean parlait sur le budget. Mais je crois que c'est un mal pour un bien pour Miami. Ça permettra à Miami de se recentrer sur des joueurs américains, des joueurs à green card, donc des joueurs qui ont une expérience MLS. Je pense que tous les joueurs ont des green card aux États-Unis, c'est... Non, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je ne pouvais pas me permettre de laisser ça le passer. Mais c'est surtout pour l'expérience MLS, donc, parce que c'est un peu comme conditionné à ta résidence, et aussi des joueurs de l'académie, donc ils en avaient signé 3 déjà. Mais je pense que ça va permettre de Miami justement de se recentrer sur un peu la base de ce qui fonctionne en MLS, et ensuite d'avoir la cerise sur le Sunday. Alors que là, ils allaient un peu dans tous les sens déjà, et je pense qu'on aurait été dans
vraiment un train qui déraille. Et je crois que Don Garber a voulu tout de suite, avec cette enquête, et aussi on sait la résonance de parce que c'est le club de David Beckham, de dire voilà, on est en contrôle des choses et on reprend à zéro. Pendant 2 ans, travailler correctement, puis ensuite on voit déjà quand même qu'ils sont dans des montages financiers pour le renouvellement de Lionel Messi. Je veux dire, c'est assez hallucinant de voir qu'on parle d'un 2+2 pour Lionel Messi dans son contrat de 240 millions, dont une partie qui se ferait à Miami. Donc c'est une équipe qui va compter, c'est certain, pour la croissance de la MLS, mais il ne faut pas non plus faire les choses n'importe comment, et je crois que ça a été l'idée de cette enquête et des sanctions exemplaires qu'ils ont reçues. Mais il y a vraiment un jeu de pouvoir qui a tellement changé depuis l'époque du Galaxy et de Beckham là-bas, dont Jean parlait tout à l'heure. Parce que maintenant, là, moi, ce que je vois, c'est un message fort à Miami, mais aussi au reste de la Ligue. Parce que maintenant, là, il n'y a plus ce sentiment-là de « Hey, la gang, on va laisser des petits passe-droits au Galaxy parce qu'on a besoin d'eux. C'est eux qui nous amènent Beckham, c'est eux qui nous amènent Keane. » Là, quand tu as le gars de... C'est quoi? C'est le Home Depot à Atlanta qui est là. Tu as Beckham. Après ça, tu as le LAFC avec, je pense qu'ils ont 65 propriétaires, la plupart millionnaires, certains milliardaires, je pense aussi. C'est que tu as des gens autour de la table qui disent « Attends, nous aussi, là, on est capable de faire des trucs comme ceux-là si vous laissez ça passer. » Donc, on s'attend à ce que le coup près tombe, que vous arrêtiez ça tout de suite, sinon ça pourrait déraper parce qu'il y a d'autres gens influents, puissants et très, très riches autour de la table. Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir l'évolution de tout ça. Et je pense que les 20 dernières années, ça se résume par ce mot-là en MLS. L'évolution du jeu, des contrats, de l'expérience dans les stades, des stades tout court. Et ça, c'en est un autre très bon exemple. Parlant d'évolution maintenant, Jean, il y a l'équipe nationale du Canada qui s'est retrouvée. L'équipe est à Orlando en ce moment en vue de match contre Aruba et contre le Suriname. J'ai eu l'occasion de parler à Samuel Piette à la radio cette semaine et Sam me disait, bon, Aruba, l'objectif, c'est de leur passer, je paraphrase, là, c'est de leur passer sur le corps. Le Suriname, on pourrait, le cas échéant, peut-être finir premier quand même avec un match nul, mais ça ne nous intéresse pas. Là, ce sera peut-être pas de leur marcher sur le corps, mais ce sera de s'assurer d'une victoire et après se concentrer sur ce qui devrait être Haïti comme adversaire. Comment tu vois ces matchs-là? Est-ce que tu fais la même lecture? L'objectif, c'est pas juste la victoire sur le premier match, c'est vraiment d'envoyer un message fort. 1, à ton prochain adversaire et 2, à ton équipe que tu es dominant? Oui, absolument. Je pense que c'est ce qu'on a vu sur les premiers matchs contre Caïman en particulier. C'est une équipe qu'on veut et puis qui a beaucoup de choses à se prouver à elle-même d'abord. Quand tu arrives sur le terrain et que tu domines largement ton adversaire, mais que tu en veux encore plus et que tu mets 10, 11 buts, c'est que tu as quelque chose à te prouver à toi-même et que tu veux en mettre plus. Ce n'est pas une question de respect ou quoi que ce soit, c'est que toi-même, dans ta tête, tu es dans t'es dans un certain endroit et qu'il y a un besoin de le faire, clairement. Donc là, oui, je suis, ce que dit Sabet, c'est que Aruba, tu dois rentrer dedans, tu dois vraiment dérouler, marquer, parce que c'est aussi un système qui te permet, et tu peux pas faire la fine bouche actuellement quand tu es le Canada. Tu as besoin de développer ces automatismes devant, de trouver des systèmes de jeu qui puissent rouler au moment où tu vas jouer une équipe qui a une coche au-dessus, qui va être le Suriname, qui est clairement dans ce groupe-là l'équipe la plus proche du Canada, et tu vas avoir besoin de tout mettre de ton côté pour pouvoir arriver à ce niveau-là où tu vas pouvoir te dire, tu vas être capable de battre le Suriname, logiquement, 9 fois sur 10. Et à partir de ce match-là, passer à l'étape suivante qui va être de jouer contre possiblement Haïti. On n'en est pas encore là, mais c'est une option. En se disant, bon, ben voilà, on s'est mis quand même pas mal les chances de notre côté. Alors, de ce côté-là, je trouve que la sélection qui est appelée, une belle part solide aux joueurs de MLS. Donc, clairement, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a avancé. Je prends le plus bel exemple, je pense, c'était John Buchanan. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on voit, il y a un Canadien qui est dans le roster de Nouvelle-Angleterre, d'accord, mais on ne va pas grimper au rideau parce qu'il y en a, c'est la nature de la Ligue, il y en a dans pas mal. Et puis tu regardes un petit peu, sur la fin de saison dernière, tu te dis, il y a quelque chose.
il a Ouais. quelque chose, ce gars-là, clairement. Et là, tu le vois vraiment. Mais tu n'aurais peut-être pas fait attention parce que, comme je dis, il y en a un petit peu à droite. Donc, c'est bien parce que ça donne à beaucoup de joueurs canadiens l'occasion. Maintenant, Anthony Kay ont l'occasion non seulement de jouer, mais de se mettre de l'avant. Et tu vois que quand ils sont bons, ils sont clairement bons. Et puis, il y a effectivement ce contingent qui vient de l'extérieur, dont certains d'ailleurs ont d'autres, mais il y a clairement une volonté, Davis bien sûr, d'aller chercher, de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, tout en en conservant quand même un certain focus sur ce qui se fait dans notre jardin, je dirais, hein, à travers les trois clubs canadiens et à travers l'essaimissement de joueurs canadiens d'abord en MLS. Ouais. Ce que je retiens de tes propos, Jean Gounel, c'est que tu as essayé de me rassurer en me disant que 9 fois sur 10, le Canada devrait battre le Suriname. Mais moi, je me dis que ouais, ça laisse 10 de perte. Ah oui. Puis, non, tu as dit Suriname tantôt. Ouais, Puis, ouais. ça Arriver m'inquiète à un ça. petit peu. Arriver à ça. Ouais. 9 fois Ben, sur 10 Aruba, OK, fait que vers... t'es même pas rendu. Tu es en train de me dire qu'on n'est même pas rendu à 9 fois sur 10 contre le Suriname. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, puis on va passer, on va passer à un autre sujet. Non, Si ça vous garde-toi une dérange petite pas. gêne quand même. Garde-toi une OK, petite gêne, parfait. parce qu'il y a quand même, au niveau du Suriname, il y a quand même une base de joueurs. Il y a une volonté côté Suriname de rappeler des joueurs qui sont nés Ouais, aux mais Pays-Bas Jean, et qui ont une certaine formation qui est quand même à un niveau supérieur à pas mal d'autres pays que tu vois dans la région. ouais, mais là, come on, là, on peut pas, là. Si t'es le Canada, là, il faut que Je veux dire par tu là que peux. la place pour un accident est certainement plus grande face au Suriname que face à Aruba. Il y avait aussi, maintenant, on va passer en temps additionnel, place à accident. Sid nous avait parlé potentiel de Chelsea. Sid, je te lève mon chapeau. Je te salue bien bas. Je te félicite pour ce que tu as vu venir. Tu as toujours été très cohérent. Chelsea a un coup à jouer face à Manchester City qui avait toute la pression du monde sur les épaules. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec une victoire de Thomas Tuchel. Écoute, la touche Midas pour un gars qui est arrivé en cours de saison pour remplacer Frank Lampard. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? J'ai pas le choix de dire que c'est la défaite de Guardiola. Je pense que malheureusement, on se demande toujours à quel moment on bascule entre le génie et la folie. Mais le manque de milieu défensif et pour la première fois en 60 matchs de ne pas aligner Pedri et Fernandinho, c'est fou de la part de Guardiola. Et puis bon, ça fonctionne, voilà, on crie au génie, mais je vais pas crier à la bêtise, mais je vais plutôt souligner que souvent, le plus grand ennemi de Guardiola, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est des choses qui sont parfois incompréhensibles. Il voit des choses que personne ne voit et qui finalement n'avait pas besoin de voir. Donc voilà, ce manque d'équilibre au milieu de terrain qui a permis vraiment à N'Golo Kanté de survoler la finale. Et Chelsea qui tellement armé pour battre une équipe comme Manchester City. Ils sont vraiment dans la lignée de l'Inter, de Mourinho ou de certaines équipes. C'est hallucinant à quel point il y a des équipes qui sont solides défensivement, qui ont de la verticalité, sont les ennemis naturels, comme Feyenoord l'était par rapport pour l'Ajax. C'est dans l'histoire du football, il y a toujours une opposition entre les équipes dites de possession, les équipes de transition rapide. Et Chelsea avait tout, en fait. Chelsea est fini par devenir une équipe taillée pour battre Manchester City. Et je suis pas si surpris finalement du résultat qui comme tu l'as dit, souligne cette folle histoire de Thomas Tuchel à Chelsea, qui a aussi habilement surfé sur l'énorme mercato de Frank Lampard, parce qu'il y a quand même beaucoup de ces joueurs-là du 250 millions qui a été dépensé à l'été dernier qui sont des acteurs majeurs. Peut-être hormis Ziyech, je pense, c'est le seul qui, dans le lot, n'est pas un acteur majeur des succès de Chelsea. Mais non, assez impressionnant ce qu'a pu
mettre en place Tuchel et Chelsea. Et puis après, bon, toutes les histoires qui sont autour de ça, avec Thiago Silva qui a 36 ans, enfin une Ligue des Champions, ou Kanté, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Le troisième entraîneur allemand a gagné la Ligue des Champions de suite. Il y a beaucoup de choses il y a tellement d'histoires, enfin, c'est toujours comme ça. Voilà, Timo Werner aussi, mais c'est une histoire du jeu sans ballon, parce que ces appels de balles qui ont permis d'ouvrir le chemin pour Harvard, c'est aussi tactiquement, il y a tellement d'enseignements. Pourquoi lui, il est là et pas Giroud, qui est troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. Bref, c'est très intéressant tout ça. Il y a encore beaucoup à décrypter, mais malheureusement, je suis obligé de parler de Guardiola par rapport à cette surprise dans la composition et dans l'animation de son équipe. Pourquoi Timo Werner plutôt que Olivier Giroud? Parce que Thomas Tuchel aussi voit des choses que les autres ne voient pas, des choses qui existent peut-être pas. Tu sais, ça va des deux côtés, Sid. Il y a une question qui nous a été posée sur N'Golo Kanté. On va y revenir dans quelques minutes, Jean, mais à part ça, toi, as-tu quelque chose d'autre à constater de cette finale-là? Ouais, je crois qu'il y a effectivement, au bout du compte, une certaine... je dirais je suicide complètement, mais il y a une certaine forme d'arrogance de la part de Guardiola, et qui, quelque part, veut gagner cette Ligue des Champions avec une sorte de sous-titre triomphe de Guardiola. Comme la dernière Ligue des Champions qu'il gagne, c'est avec Barcelone en 2011, c'est le triomphe de Lionel Messi, parce que Messi, ce jour-là, il joue probablement l'un de ses meilleurs matchs, et que c'est au-delà du système et tout. Il y a ce qui s'est passé sur le terrain, et sur le terrain, c'est resté Messi. Et Guardiola, quelque part, je pense qu'il veut que ce soit le triomphe de Guardiola, et que ce soit Guardiola comme ça a été. Donc il y a cette vente-là. Maintenant, sur le terrain, par quoi ça s'est traduit? Par une décision qu'il prend, qui tactiquement être complètement discutable. L'idée, c'était de créer un déséquilibre encore plus fort en ayant une capacité de pousser encore plus vers l'avant, et d'empêcher justement Chelsea d'être dans cette position de repartir vite verticalement. C'est un choix qui est fait, qui avait un risque monumental, et qu'il a payé. Maintenant, sur Chelsea, waouh, c'est vraiment une équipe qui a été bien montée, parce que Tuchel, il est malin. Il a pris des éléments qui étaient déjà existants quand même, il n'a pas tout créé, mais par contre, il a été capable de voir très, très rapidement. N'oublie pas que son premier match, il le dirige comme 48 heures après avoir été nommé, et que déjà là, il commence à mettre en place un certain nombre de systèmes. Donc, il y a toute cette histoire comme quoi sa première préparation, il l'a fait tout seul dans l'avion qui l'emmène à Londres. Donc, il y a vraiment une capacité de travailler vite, de réfléchir à toute vitesse. Et tu le vois dans l'utilisation de Kanté. En fait, du binôme Kanté-Jorginho qui est vraiment remarquablement bien utilisé. James Azpilicueta, je reviens à la même chose. Azpilicueta, moi, je trouve que c'est un joueur dont il faudrait parler, parce que c'est une révélation, c'est un renouvellement, une renaissance cette année, Azpilicueta, complètement, dans cette équipe-là. Et puis, bon, toi, que Havertz, pardon, c'est vraiment une coche au-dessus, et que Werner, tu préfères l'avoir, même s'il est frustrant, pas possible, quand il croque autant d'occasions, mais que tu préfères l'avoir dans ton équipe, parce qu'il a promené John Stones et a dit, tiens, je vais aller voir au poteau de corner. Oh, tu viens avec moi, John Stones? Oui, je vais venir. Enfin, bon, c'était une promenade, il a mis la laisse, et puis allez, on va au parc. C'était fantastique. Et tu veux l'avoir avec toi, parce que dans ses mouvements, il est vraiment capable de tuer une défense. Oui, l'image de John Stones en laisse en finale de Ligue des Champions. Jean, tu es capable de nous offrir des analogies comme ça extraordinaires. Parlant de choses moins extraordinaires, Sid, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain sujet? Oui, je vais souligner, en fait, trois tout petites choses. Tout d'abord, l'intensité extraordinaire de cette finale de Ligue des Champions, qui détonne avec beaucoup de finales qui sont toujours fermées, crispées, qui peuvent être de bonne qualité. Le PSG Bayern était une belle finale, mais pas l'intensité qu'on a vue. J'ai trouvé ça hallucinant. Edouard Mendy, premier gardien africain à remporter la Ligue des Champions. Je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Et 3, Thomas Tuchel qui rencontre pour la première fois Roman Abramovich sur le terrain au moment de la remise des trophées. Salut, c'est hallucinant. Le foot business, voilà. Bref, je trouvais ça assez. Voilà. Bon,
maintenant, je voudrais que tu me parles, Sid, parce que toi, arriver à concilier l'aspect social, business, sportif, c'est souvent des dossiers qui t'intéressent. La Copa América s'en va au Brésil. La Colombie qui dit, vous savez quoi, amigos, on va passer notre tour pour cette fois-ci parce que ce serait complètement irresponsable, sachant qu'en Amérique du Sud, ça va mal avec cette troisième vague de COVID. La Colombie qui devait être pays hôte en compagnie de l'Argentine. Donc, la Colombie qui tire la plug. L'Argentine, quelques jours plus tard, qui dit, ben, vous savez quoi, c'est pas un bon message qu'on envoie à notre population. Nous non plus, on ne veut pas accueillir le tournoi. Là, tu as le Brésil qui dit, ben nous, ça va vraiment mal. On a 1 demi-million de cas actifs de COVID, mais why not coconut? Ça pourrait peut-être divertir tout le monde, puis changer le mal de place. Le tournoi, tu sais, d'un point de vue sportif, moi, je suis heureux à quelque part parce qu'on va avoir l'occasion de présenter les matchs. Les 28 seront présentés sur les ondes de RDS. Mais d'un point de vue social, humain, ça n'a pas d'allure, la décision du Brésil. Non, c'est c'est la décision du Brésil, parce qu'on ne va pas se cacher que la CONMEBOL égale Brésil, un peu parfois comme CONCACAF égale États-Unis. Mais je trouve que c'est à la fois la décision qui est peut-être la plus logique, puisque les infrastructures au Brésil, je sais que c'est complètement fou ce que je dis, mais le Brésil est... Et voilà. Non, mais je veux dire, le Brésil est le pays le plus un refuge pour organiser dernière minute une compétition sur le continent. Donc, je comprends l'idée d'aller vers le Brésil, mais après, lorsqu'on voit les raisons pour lesquelles l'Argentine, enfin les chiffres en Argentine sur les cas Covid et ceux du Brésil, alors que l'Argentine a la décence de se dire, bon, non, nous, c'est pas possible d'avoir autant de matchs, et que le Brésil, lui, ne voit pas ça, et que, enfin, je veux dire, est dans l'illusion de pouvoir avoir des bulles suffisamment, je dirais, opaques, serrées pour organiser la compétition. Enfin, c'est complètement... je pense que ça traduit beaucoup de choses qui ne vont pas même dans la CONMEBOL, que ce soit au niveau au Venezuela, en Colombie, en Argentine. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout en ce moment. Il n'y a pas d'invité, tiens, enfin encore heureux, parce que ils auraient peut-être pu être capables de dire à l'Australie ou je ne sais quoi de venir participer. Non, mais attends, ça commence dans 10 jours, ils ont le temps, là. Non, mais bon, c'est deux groupes quand même. Mais je trouve que ça nous rappelle un petit peu quand même qu'on est en période de pandémie. On a un peu tendance à l'oublier. On a eu cette belle finale justement du côté de Lisbonne. On a tous les stades qui seront quand même à capacité au moins 25 ou 50% du côté de l'Euro. Et je pense que voilà, on veut oublier, mais je pense que c'est un rappel, une grosse claque dont on a un peu besoin de se dire, mais c'est pas, s'il y a des compétitions qui doivent être repoussées, il faut qu'elles le soient, tout simplement. Il n'y a pas une obligation. Je veux dire, enfin, même s'il y a obligation, Tokyo, pour les Jeux Olympiques, c'est encore en discussion. Il y a encore une possibilité que les Jeux Olympiques ne se fassent pas. Donc, je trouve un peu indécent de la part de la CONMEBOL de ne pas vouloir considérer cette option-là et de forcer à tout prix l'organisation de la Copa, même si, voilà, d'un point de vue amateur, footballistique, je suis très content, etc. Mais voilà, il faut quand même se replacer dans un cadre qui est celui de la pandémie qu'on vit. Passons maintenant au sujet chaud, messieurs. La première question, Jean, a été posée par David Perrault. David nous demande, Ancelotti, est-ce que c'est un retour vers le futur, le jour de la marmotte, un tampon d'1 ou 2 années max vers un nouveau cycle? Bref, David est très heureux. Ça a l'air de voir Ancelotti redébarquer au Real. Bref, qu'est-ce qu'on doit penser de Carlo Ancelotti qui quitte l'Angleterre pour aller pour revenir, je ne sais pas si on peut dire au Bercail, mais revenir au Bernabéu et remplacer Zinedine Zidane? Ouais, parce qu'il est à l'aise, il avait ses habitudes là-bas. Ça peut. Bon, il a négocié clairement une rupture de contrat avec Everton, où il avait fait quand même un travail intéressant. Mais tu sais que Ancelotti, depuis qu'il a quitté l'Italie, puis qu'il a commencé à voyager, que ce soit à Paris, que ce soit à Chelsea, que ce soit au Real, que même au Bayern, il s'est fait une feuille de route. Il y a eu des moments où ça a un peu moins bien marché, mais tu sais que tu peux l'appeler et tu sais. En gros, tu sais que tu vas avoir. Tu vas avoir un entraîneur qui est très carré au niveau tactique, qui n'est pas non plus un entraîneur qui va être sur le dos des joueurs. Et connaissant le groupe du Real, c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'il faut leur laisser. Tu vois clairement que c'est un groupe qui a besoin
Tu peux pas clairement leur mettre un Mourinho sur le dos en ce moment parce qu'il y a le feu au bout de 3 mois. Je le sais, je ne dis plus le mot. Mais non, mais clairement, il rentre dans ce type de profil-là. Donc, et c'est pour ça que, à mon avis, il est passé devant Conte, qui au départ était le candidat dont on avait parlé. Je crois que Conte est une personnalité un peu trop abrasive pour le groupe actuellement en place au Real. Et qu'Ancelotti est capable, lui, clairement, parce que c'est aussi une partie du message de Zidane quand il est parti, Ancelotti est capable de faire passer la pilule beaucoup plus facilement, la pilule d'un renouvellement qui est nécessaire dans ce groupe-là, vraiment important. Et là, on parle de contrat prolongé d'1 an ou de contrat non prolongé. On est encore en discussion avec Ramos. On est encore à savoir ce qu'on va faire de Varane, etc. Donc, il y a clairement une période de transition et Ancelotti, c'est peut-être la personne la plus intéressante à être capable de chapeauter cette transition sans non plus se répandre dans tous les médias, parce que c'est ce qu'on veut éviter du côté de Florentino Pérez, c'est d'avoir un entraîneur qui yap partout, et d'être capable d'apporter aussi l'accord, l'aval des joueurs. Donc c'est une sorte de monsieur propre, Ancelotti, à ce niveau-là. Là, les gars, je suis déçu de vous. On a fait à peu près les 3/4, un petit peu plus de cette émission-là. Aucun sujet ne faisait même, ne serait-ce qu'un peu mention de José Mourinho. Et vous avez soulevé son nom une fois chaque depuis le début. Grosse déception. Donnez-moi un break, au moins pour une semaine, s'il vous plaît. Prochaine question, c'est celle de Daniel Sid. Une question en 3 mots, mais 4 si tu comptes le D apostrophe. Kanté, Ballon d'Or? C'est difficile, c'est difficile. Peut-être trop tôt pour y répondre, mais c'est clairement l'une des révélations de cette Ligue des Champions. J'insiste sur Ligue des Champions parce que malgré tout, il n'est pas parmi les 6 joueurs nommés pour le titre de joueur de l'année du côté de l'Angleterre, où on parle de Kane, Fernandes, de Diaz, etc. Mais c'est ce qu'il a fait en Ligue des Champions, où il était homme du match des demi-finales et homme du match de la finale, et a permis, je pense, de mettre son nom dans le débat, parce que Lewandowski est sorti très très tôt, et que peut-être que voilà, je pense que il a un peu du plomb dans l'aile, et on sait aussi qu'avec la Pologne, ce sera peut-être plus compliqué à l'Euro pour continuer à accumuler des points, mais bon, voilà. Je trouve ça bien qu'il soit dans le débat, je trouve ça vraiment très très bien, très très sain. J'ai un peu perdu espoir pour les joueurs à caractère défensif lorsque Van Dijk ne l'a pas gagné en 2019, où je pense vraiment qu'il le méritait. Le dernier, c'est qui, les gars? Jean, c'est Cannavaro, le dernier à avoir... C'est Cannavaro, puis je pense... Dernier défenseur? Joueur à caractère défensif. Cannavaro, parce que ensuite tu rentres très très vite dans la période de Messi-Ronaldo. Mais Mathias Sammer, est-ce qu'il jouait plutôt défenseur? Sammer, il a gagné en 96. Sammer, c'est oui. Ouais. Les DVD, les Blu-ray n'étaient pas sortis dans ce temps-là. Mathias Sammer, là, ça va être correct. C'était dans les années 90. On portait du fluo avant que ça revienne à la mode. Là. Fait que là, ça commence à faire un bout. Mais pour revenir à Kanté, dans le fond, es-tu en train de me dire que beaucoup va dépendre de ce qui se passe à l'Euro? Oui, parce que il faudra, il en faudra beaucoup pour lui. Il en faudra beaucoup parce que c'est pas un joueur créatif, et je crois que même si là en ce moment on surfe avec l'idée, est-ce que les gens seront prêts effectivement à voter pour lui? Ça, c'est encore autre chose, mais une performance de l'équipe de France, une bonne performance de l'équipe de France va forcément passer par une bonne performance de Kanté. On parlera un peu de l'attaque de l'équipe de France tantôt, mais je veux dire, tous ceux qui observent cette équipe-là depuis 2-3 ans, ils savent très bien que ça passera par le milieu de terrain. Donc pourquoi pas? Maintenant, on est dans un tel justement, on aime tellement le spectacle, on aime tellement les buts, on donne beaucoup de crédit pour peu finalement. Enfin, ils sont des joueurs extrêmement talentueux, les meilleurs de leur génération et autres, mais ils ont quand même fini par gagner des ballons d'or sur des accomplissements qui étaient beaucoup plus faibles. Il y a des ballons d'or où ils ont tout gagné, d'autres qui ont gagné une Copa et on leur donne quand même le ballon d'or. C'est ça aussi du côté de Messi et Ronaldo qui ont un peu faussé un peu la donne pour tout le monde. Et je sais pas si on est déjà prêt à cette normalité en fait de voir un très bon joueur faire une bonne saison et lui récompenser du ballon d'or. Je crois que par exemple tout le monde retient son souffle. Il y a une Copa qui arrive. C'est certain que l'Argentine gagne la Copa, on peut arrêter le débat. Il aura le ballon d'or, quel que soit ce qui se passe d'ici là. Donc,
voilà, on est encore dans cette ère-là, on veut encore les récompenser, on sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc on veut continuer à faire partie de cette grande histoire. Bon, c'est de moi, j'essaie de rester romantique un peu avec l'idée d'un gars qui gagne un ballon d'or parce que c'est des tacles glissés parfaits, un milieu défensif comme un métronome. Puis là, tu viens de me garrocher un gros coup de 12 dans l'aile à suivre, en espérant que moi, j'aimerais tellement ça, juste pour la récompense d'un gars. Il y a 9 ans, il était en national en France. Tu sais, juste pour la carrière puis l'aboutissement. Passe nationale, deuxième division, première, tu déménages en Angleterre, tu gagnes la Premier League, tu changes de club, tu gagnes la Premier League, tu gagnes la Ligue des champions, tu gagnes la Coupe du monde. Je veux dire, c'est hallucinant. À quelque part, si toi, tu es une constante partout, là, si tu étais pour gagner l'Euro, à quelque part, puis je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, le Ballon d'Or, c'est sur une année, mais là, juste pour l'ensemble de l'œuvre, donnez-y, faites-en un autre, puis donnez-en un prime à Messi si ça vous tente. Come on, N'Golo Kanté, for president, s'il vous plaît. On reste dans le giron de l'équipe de France. Il faut passer au travers. Exactement. On reste dans le giron de l'équipe de France, Jean, avec la question de André Landry qui dit « Que pensez-vous de la formation en 4-4-2 diamant de la France avec l'effectif disponible? Pensiez-vous que ça allait être un 4-2-3-1 étant donné que les latéraux sont plus à vocation défensive? » Bon, ça ne m'étonne pas parce que ça colle avec les systèmes de Didier Deschamps. Encore qui m'est surpris sur les 2 dernières années en mettant de temps en temps, en essayant un certain nombre de choses. Mais je me demande si ce n'est pas un petit peu la preuve par l'inverse, c'est-à-dire en faisant des essais puis en disant, bon, vous voyez bien que ça ne marche pas, alors on va faire ce que je dis. Donc, non, mais je pense que c'est le système qui colle le mieux. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a Benzema qui revient. Et toi, je l'ai dit aussi. Manque plus que ça, j'ai pas de problème. J'ai beaucoup moins de problèmes avec Benzema qu'avec José Mourinho. Ça y est, on l'a dit une fois chaque. Go, continue. Right. Donc, c'est pas parce que vu que d'un seul coup, ça va flamber dans tous les sens. C'est que tout le monde commençait à parler d'un trio Mbappé, Griezmann, Benzema. De voir comment ça va rentrer avec Giroud. Non, et d'abord, et Deschamps va le repasser à chaque fois. Lui, il parle d'équilibre continuellement. Équilibre, ça veut dire on ferme. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est une équipe qui est capable de quadriller son terrain comme il faut, d'être capable de monter et de jaillir ponctuellement sans se découvrir, etc. Donc, le système qu'il utilise là, le 4-4-2, quelle que soit la forme de son milieu de terrain, ça me semble totalement logique dans son idée, dans les éléments dont il dispose. Quand tu es juste Pogba, ça me semble tout à fait logique que tu ailles dans ce format-là. Quand tu as en plus un gars comme Benzema devant, qui est capable de jouer pour un autre attaquant, c'est-à-dire de créer tout un nombre de fausses pistes, et en plus de ça, de se retrouver à la finition, je pense que ça a totalement du sens. Question du staff maintenant, c'est est-ce que vous êtes surpris de voir le retour de Thierry Henry avec la sélection belge pour l'Euro? Moi, je te confirme que oui. Très curieux de savoir ce que toi t'en penses. Oui, je suis surpris de la nouvelle lorsque je l'ai vu passer. J'ai dit ah ok. Ensuite, je pense que du côté de Martinez, on devait peut-être s'ennuyer des services de Thierry Henry pour la compétition, de ce qu'il peut apporter au groupe. Donc peut-être que c'est ce qu'il a de mieux réussi en tant qu'entraîneur, Thierry Henry, son implication avec la sélection belge. Donc ça fait du sens. Puis je pense que ce qui m'a rassuré, c'est peut-être aussi les propos d'Olivier Renard, où il expliquait voilà, à quel point il peut rendre les joueurs meilleurs et comment il est proche des joueurs, c'est des choses qui sont précieuses pour un entraîneur. Donc il a été très très élogieux d'ailleurs, Olivier Renard, au sujet de Thierry Henry. Donc, est-ce que c'est des choses, Sid, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'est des qualités d'un entraîneur-chef ou d'un entraîneur adjoint? Parce que moi, ce que j'ai interprété aussi dans les propos de Renard, c'est qu'il est parfait, comme tu viens de le dire, dans ce rôle-là. C'est peut-être pour ça aussi que c'est là où il a connu le plus de succès. Mais pour l'évolution de sa carrière, moi, c'est là où je suis surpris de voir qu'il
il choisit, puis à quelque part, on peut y voir de l'humilité. Puis c'est vrai, tu sais, je suis pas seulement un entraîneur-chef, je suis prêt à mettre au service de quelque chose de plus grand avec quelqu'un d'autre à la tête. Mais pour la suite de sa carrière, est-ce que ça, tu penses que ça peut le servir ou plutôt le desservir? Euh, Écoute, moi je pense que ça va dépendre toujours du type de projet dans lequel il va s'embarquer. Mhm. Je suis de plus en plus persuadé que Thierry Henry n'est pas un coach de club en construction ou avec des moyens limités, qu'il a vraiment le profil de coach sélectionneur ou de coach où l'importance d'être dans du management, un peu comme tu peux l'être au Real Madrid notamment, ou un peu quand on parlait de... Enfin, quel est le style tactique de Zidane? Ce sont des grands débats, mais on sait que dans le management de l'humain, il est très fort. Et je crois que Thierry Henry, c'est son destin. Malheureusement, il y a il y a des croûtes à manger pour arriver à coacher ce type de club. Mais je suis pas surpris qu'il soit dans le foot de sélection, qu'il soit avec la Belgique alors que ça s'est bien passé, c'est pas surprenant. Mais je croyais que voilà, moi je pensais pas que c'était dans son radar. C'est comme si on a quand même mis il y a tellement d'éléments qui nous indiquaient qu'il serait prêt à coacher une équipe de Championship ou autre en Angleterre que j'étais surpris par rapport à ça. Mais il y a tellement, enfin c'est aussi logique. Il n'est pas non plus dans une autre sélection dans laquelle il n'a pas eu une expérience préalable. Puis voilà. Maintenant, je suis curieux de voir c'est quoi les modalités aussi. Enfin, on le saura jamais, mais t'en avais déjà parlé. Le fait que maintenant il est sous contrat avec la Belgique, est-ce qu'il y aura une indemnité pour Montréal, je sais pas. Donc il y a aussi cette curiosité là. Est-ce que les choses vont bien de son côté pour qu'il se mette maintenant à recoacher aussi rapidement entre guillemets. Donc voilà. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Belgique et aussi pour lui. Oui, pour l'indemnité, moi, j'y vois quelque chose de vraiment intéressant dans le timing de cette annonce-là. De la minute que toutes les compétitions en Europe sont terminées, là, boum, de nulle part, on nous annonce ça. Mon feeling, puis là, j'ai zéro info là-dessus, mais c'est qu'on s'était protégé du côté du CF Montréal jusqu'à la fin de la saison et c'est jusqu'à ce moment-là qu'on allait être indemnisé. Après, tu peux faire ce que tu veux parce que de toute façon, on comprend très bien les raisons tout à fait légitimes pour lesquelles tu as décidé de rentrer à la maison. On voulait juste s'assurer qu'on ne la fasse pas à l'envers. Et là, au lendemain de la Ligue des champions, bang, on nous annonce que Thierry Henry va participer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation à faire là. Ce que je retiens surtout, Sid, c'est que tu nous annonces en grande primeur que Thierry Henry, coach de Ajaccio ou Valenciennes, c'est pas demain matin. Si j'ai... Non, mais je me suis pas certain que lui-même soit au courant de ça. Intéressant, ça. Oui, non, je ne veux pas partir sur un gros débat Thierry Henry, mais je suis pas certain qu'il soit conscient de ses qualités en tant qu'entraîneur et des environnements dans lesquels il sera plus à même d'exprimer ses qualités. Ouais. Mm-hmm. Très intéressant. Les gars, vous surveillez quoi? Jean, toi d'abord sur la prochaine semaine? Des éliminatoires, parce qu'on en parle, hein? Éliminatoires Coupe du Monde en Amérique du Sud, qui sont intéressants dans la perspective de la Copa. Il y a 2 journées d'éliminatoires dans la perspective de la Copa América qui commence dans 10 jours. Je vais surveiller un petit peu ça. Je vais regarder où en sont les favoris comme l'Argentine, le Brésil. Sid? Un Portugal-Espagne qui a lieu demain, vendredi, à Madrid. Donc j'ai bien hâte de voir l'équipe de Luis Enrique sans aucun joueur du Real Madrid et de voir l'animation du Portugal, l'un des favoris pour l'Euro. Pas certain que Carlo Ancelotti est bien content de voir qu'aucun joueur du Real Madrid sera dans ce match-là. Mais ce sera pour une autre semaine. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous à la maison, avec votre jogging, en marchant votre chien ou en faisant un tour de vélo. Merci d'être à l'écoute. Merci aussi de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, oui, sur iHeartRadio. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. C'est Olivier Brett qui vous dit merci beaucoup d'avoir été là et vous dit à la semaine prochaine.